Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous avez eu la musique de façon fluide, eh bien vous êtes dans l'ambiance très positive qu'on a souhaité donner. Pour les autres, eh bien c'était peut-être un peu saccadé, mais l'esprit est là. Nous sommes le lundi 4 mai, il est 17 heures et dans une semaine très exactement en France, nous serons officiellement entrés dans le déconfinement tant attendu. Après le quoi, le pourquoi, place au comment dans ce troisième épisode d'Un virus et des hommes. Comment gérer cette nouvelle phase de vie? Nouvelle, différente de ce à quoi nous nous étions adaptés depuis plusieurs semaines, entre le point d'interrogation et puis les 3 points de suspension. Ainsi pourrait-on résumer la ponctuation de ces jours à venir. Comment cela va? Comment cela peut-il se passer? Serions-nous entrés dans l'ère des oxymores, de ces paradoxes permanents, de ces vérités qui semblent contradictoires et qui pourtant vont devoir se conjuguer, être autorisés à sortir, oui, mais sans attestation, en ayant la conviction que rien n'est plus vraiment comme avant, ni le décor, ni les personnages principaux. Le virus reste présent et nous devons cohabiter avec une nouvelle forme de contrainte permanente. Donc, une autre façon de vivre où la convivialité côtoie de très près la sécurité. Durant 1 heure, pour ce troisième rendez-vous, nous partageons avec vous, dirigeants, experts et animateurs, membres du réseau APM, comme Association Progrès du Management, mais vous aussi qui ne faites pas partie de l'APM et qui avez envie de prendre un moment avec nous pour réfléchir à ce que nous vivons. Le mois de mai est arrivé avec une légèreté certainement diminuée par rapport à ce que le dicton laisse généralement présager. En mai, fais ce qu'il te plaît. En mai 2020, fais ce que tu peux. Ici, ce qui nous plaît et ce que vous pouvez partager avec nous, ce sont 3 grandes questions. Qu'est-ce qui change? Quel en est le sens? Et demain, avec ce point d'interrogation. Quand je dis nous, je parle de 3 observateurs dont les regards se croisent et ne cloisonnent pas leurs réflexions. Communication, médias, publicité, marketing, management, émotion, performance, relations humaines. Leurs champs de compétences sont multiples et enrichissent ce moment d'observation collective. Bienvenue donc à Anne-France Véry, Thierry Vatelet et Patrick Baudouin, les co-créateurs d'Un virus et des hommes. Merci à Patrick pour le choix des images sélectionnées qui illustreront leurs propos, nos propos. N'hésitez surtout pas à questionner, à partager. La zone de conversation, le chat est fait pour ça et on prendra le temps d'y puiser l'interaction de cette émission que certains maintenant connaissent bien. Donc merci à nos fidèles spectateurs, téléspectateurs, virtuels, webinaires. Merci donc aussi surtout à nos experts de leur présence et du temps qu'ils consacrent pour vivre ce moment de façon virtuelle, peut-être encore une fois, et en attendant un 4e épisode, et peut-être un jour, nous nous retrouverons physiquement, qui sait. En attendant, nous réunissons la Belgique où se situe Anne-France, le Gers d'où Patrick est connecté, les hauteurs de Draguignan chez Thierry et le Choletais en ce qui me concerne. Ce que nous allons vivre dans une semaine maintenant sera une première. Après le confinement, une autre première fois se profile, comme un nouveau plongeon dans l'inconnu, car nous ne savons pas vraiment comment nous projeter dans cet après encore bien flou. Pourquoi, Anne-France, et c'est à toi que je pose la première question, pourquoi est-ce que ça pourrait être l'occasion de revisiter les capacités précises de nos 5 sens? Merci Cécile. Nous voilà effectivement à l'aube d'une nouvelle première fois. Quand on raconte une histoire, on commence toujours par « il était une fois ». Depuis la nuit des temps, on utilise le mot « une fois », ce qui veut dire que nous vivons tant de choses pour la première fois. Et cela, ça ne change pas. Un premier déconfinement suite à un virus appelé Covid, un premier équilibre à trouver pour redéfinir notre relation au travail, un premier rythme différent à trouver dans la gestion du temps et des priorités. Nous devrions avoir l'habitude des premières fois. Chaque nouveau jour en est une. Comment chacun de vous gère-t-il ces premières fois? Et puis, il y a aussi « été ». Or, nous ne nous conjuguons plus au passé. Tout se passe pour l'instant au présent. On vit dans l'ici et dans le maintenant.
Il est une fois une particule qui bouscule le monde dans toutes ses habitudes. Alors, ce qui change, tu en parlais, Cécile, au niveau des sens, c'est une nouvelle relation à nos cinq sens. C'est dans les yeux de chacun qu'on va apprendre à lire les vrais messages et non plus uniquement sur les lèvres. Derrière les masques, dans la rue, lorsque nous allons déconfiner, chaque regard va nous exprimer des émotions. Méfiance, bienveillance, empathie, peur, joie. Nos yeux sont nos canaux de communication pour parler à l'autre que je croise. Nos yeux sont aussi notre dynamique de choix pour poser un regard d'espoir ou un regard d'effondrement. Nos yeux sont nos guides pour repérer la lueur des signaux faibles du monde, d'un nouveau monde. Et puis nos oreilles. Nos oreilles, elles sont nos alliés pour faire le tri. Celui qui sait écouter devient celui qu'on écoute. Eh bien, le nouveau leader, il va avoir à aiguiser, écoute sans modération, avec disponibilité, pour ensuite se prendre par les équipes parce qu'il se montrera profondément dans son humanitude. Écouter est un art, c'est la porte de nos oreilles que nous allons devoir ouvrir pour entendre les bourdonnements. Dans les bruits confus du déconfinement, apprenons à écouter distinctement, sans fuite ni préjugés. Et puis, notre odorat. Notre odorat, il nous dirige vers ce qu'on sentira de bien ou pas. Et ce qu'on ne sentira plus de faire sera laissé de côté. Les essentiels sont de retour à chacun de nos pas. Notre toucher va être réinventé. À partir de quand les hugs, les rassemblements collés serrés? Comment allons-nous nous réembrasser? Et notre goût, il va nous apprendre à savourer le local, les fruits et légumes de saison. Il va nous rappeler aussi le goût du beau, du simple, du pur, d'une certaine frugalité joyeuse. Il nous réunira autour de tables conviviales pour retrouver le bonheur de célébrer en vrai. 5 sens pour conduire le changement. Laissons la vie prendre son sens avec nos sens. Merci beaucoup Anne-France pour cette introduction avec nos cinq sens. Alors en reprenant le fil de l'histoire qui nous lie, on peut effectivement imaginer un jour la raconter en tentant de retranscrire les sensations de nos yeux, de nos oreilles, de nos bouches, de nos mains ou de notre odorat bien sûr. Comment aborderons-nous le chapitre juste avant le déconfinement au moment de narrer l'aventure d'un virus qui en 2020 a changé le destin des hommes et des femmes? La question, elle est pour Thierry. Thierry, toi qui sais si bien raconter les histoires. Anne-France a bien décrit, il était une fois, c'est effectivement ainsi que l'on raconte, en tous les cas dans la première phrase, toutes nos histoires. Mais si on continue la phrase, pour la période que nous vivons, cela donnerait ceci. Il était une fois à l'hôpital, une infirmière qui. Il était une fois dans une maison, des parents que. Il était une fois sur mon écran, des collaborateurs à qui, etc., etc. Et on raconterait ainsi des faits. On raconterait le vécu d'un chacun chez soi dans la contrainte d'un virus. Ou bien alors le vécu de quelques-uns dehors avec courage et pour tous. Ça, c'est ce que nous raconterions. Mais nos histoires, elles se vivent au présent et elles se racontent au passé. La question devient la suivante. Voulons-nous vivre comme on aimerait raconter nos histoires, ou bien la raconterons-nous un jour comme on aurait aimé la vivre? Dans le premier cas, vivre comme on aimerait raconter l'histoire. On sent bien ici que rien n'est écrit, mais que chaque jour est une page blanche. Il faut donc apprendre à raconter au futur. Il sera une fois. Et quand vous démarrez l'histoire avec ces mots-là, c'est que vous avez choisi un possible, ou un impossible, que vous avez choisi en tous les cas. Il sera une fois. C'est une volonté qui s'exprime, comme si tout était écrit dans un rêve, ou bien un imaginaire, ou bien un projet. Ça, c'est la mise en route par une volonté. Allons jusqu'au bout de la phrase, si vous le voulez bien. En écrivant, il était une fois un virus. Nous parlons de la contrainte. Elle nous a obligés au confinement. Mais demain, nous pouvons écrire, il sera une fois un monde où le comportement de chacun mettra en échec
la propagation du virus. Il sera une fois un monde où l'économie repartira en douceur et vous pouvez même poursuivre et le monde deviendra comme avant. Voilà le choix qu'il nous faut faire. Quel monde voulez-vous raconter? Nous voulons que notre futur raconte le monde du passé ou qu'il raconte un choix nouveau. Eh bien, ça, c'est une affaire de décision, c'est une affaire de responsabilité, c'est une affaire d'audace et puis de courage. La différence entre un homme et un virus, c'est que c'est vrai, un virus peut changer le destin des hommes, mais seuls les hommes peuvent changer le monde. Et oui, ce virus, merci beaucoup Thierry, il ne changera peut-être pas le monde, mais il impacte et il impactera sans aucun doute la consommation, nos choix et donc ceux des entreprises. Depuis 6 semaines, Patrick décrypte, écoute et lit ce qui se joue, ce qui se crée, ce qui se décide, ce que déclinent les marques, des évolutions directement liées à nos comportements, des clients que nous sommes, aux repères complètement bousculés, Patrick. De fait, Cécile, repère bousculé avec énormément de points d'interrogation. Et même si, bon, aujourd'hui, le déconfinement a envahi nos esprits, ce sera le 11 mai en France, mais je sais qu'aujourd'hui, en Belgique et au Québec, c'est déjà le cas. Il y a bien beaucoup de liberté retrouvée avec ça, mais aussi des craintes de deuxième vague, hein, il ne faut pas se le cacher. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis 6 semaines, que la consommation vit ces petites révolutions, ces grands questionnements, ces hésitantes expérimentations, il y a quand même des constantes un peu paradoxales. L'espoir et l'inquiétude sont là l'un face à l'autre, l'une face à l'autre. Et ce qui est intéressant, exemple de ce paradoxe, les Français ont placé depuis le mois de mars 2,710 milliards d'euros dans un livret A, donc un livret d'épargne, avec un taux d'intérêt à 0,5. Pour vous dire qu'il y a de l'inquiétude, il y en a beaucoup. Ça fait 6 semaines aussi que les consommateurs essaient de réinventer leur choix de consommation, leurs priorités, mais aussi, et il ne faut pas négliger, ils regardent les marques autour d'eux, comment elles fonctionnent, et ils les réévaluent pour le mieux et peut-être parfois pour certaines pour le pire. Et derrière cette transformation plus ou moins profonde, on se met un petit peu quand même à rêver d'un avenir construit sur une véritable stratégie verte. C'est un mot qui est apparu avec beaucoup de force ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est des nouveaux comportements qui pourraient demain devenir la nouvelle grille de lecture de la consommation de masse. Alors, premier comportement émergent, et je vais en balayer ceux qui, à mon sens, sont occupés à prendre racine, si je puis dire. D'abord, le recentrage vers l'essentiel. C'est clair qu'un pouvoir d'achat affecté, conjugué à des semaines de confinement de la majorité d'entre nous, ça va sans aucun doute générer de l'émergence d'une consommation plus consciente, sinon plus réfléchie. Exemple parmi tant d'autres, de champagne, chute des ventes de 52%. La bière, je pense à mes amis belges ici, plus 6,9%. Et on sent qu'on est au printemps, tu le disais très bien Cécile tout à l'heure, avec le joli mois de mai, le rosé a une augmentation relativement optimiste de 2,3%. Deuxième comportement, ce que j'appellerais l'inexorable succès de l'occasion. La tendance était là avant le Covid-19. Déjà plus de 60% des Français le pratiquaient en 2019, mais là, c'est la pause planétaire qui va donner, à mon avis, un solide coup de pouce à cette consommation parallèle. Troisième comportement, à mon avis, qui est occupé à prendre racine, et ça, on le voit, et nous en sommes encore la preuve cet après-midi, c'est l'usage explosé du numérique. Que ce soit par le drive, la livraison à domicile, les gestes barrières ont réussi à imposer le numérique à tous les niveaux, et ce de manière, à mon sens, sans doute irréversible. On pourrait aussi évoquer d'autres comportements qui émergent et qui se confirment à travers cette suspension de l'activité économique. Regardez par exemple la sensibilité au gaspillage alimentaire. Il y a une solution qui s'appelle Too Good To Go. Elle est devenue extrêmement attractive depuis quelques semaines. Donc d'évidence, les gens regardent de tous côtés. On pourrait encore mentionner une autre dynamique qui n'est pas nécessairement la dynamique de la consommation, mais la dynamique des entreprises. Et c'est un comportement assez neuf, ce que j'appellerais la réactivité accélérée. En fait, ce qu'on constate, c'est que la brutalité de la crise voit beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises traditionnelles adopter des gestes de start-up et imaginer de nouvelles façons de création de chiffre d'affaires, de nouveaux produits, voire de nouveaux services plus pertinents, moins superflus sans doute, définitivement en tout cas plus en phase avec une consommation qui se serait conscientisée. Donc pas de doute, ces 6 semaines de confinement ont vu émerger de nouvelles façons de faire. Pour combien de temps, nobody knows, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui est occupé à se passer et on va continuer à l'observer ensemble. Oui, on va
suivre ça de très près. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose qu'on fasse une première pause pour suivre dans le fil de conversation vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de ce que ça vous inspire. Ça peut être aussi des questions. Alors, on a Jean-Michel qui nous a proposé une alternative aux poignées de main, aux embrassades, à toutes ces choses qui nous manquent déjà. C'est le namasté. Namasté pour reconnaître le divin qui est en toi, la personne que je salue. Donc, merci Jean-Michel pour cette possibilité effectivement de faire autrement. On a également un petit mot qui nous dit de Vanessa de l'île Maurice, si je ne me trompe pas, qui nous dit qu'on a de la chance puisqu'à Maurice, le confinement est prolongé au 1er juin. D'ici une semaine, nous n'aurons plus aucun cas actif. Voilà, donc de la chance de pouvoir profiter d'une liberté un peu plus tôt. Alors, Vanessa nous dit quoi d'autre? Bien d'accord. Ah oui, alors ça c'est Jean-Michel. Bien d'accord au sujet du champagne, bière et alcool. Je lance une production de kombucha, la boisson du futur. Ça vous parle ça? D'accord. Alors, on n'a pas vraiment de questions précises, on a plutôt des commentaires des personnes qui nous écoutent. On sent qu'on est à la croisée des chemins. Je ne sais pas, je m'adresse à vous trois parce que justement, on est vraiment dans cette expectative. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez et finalement, ça se voit dans vos commentaires. Il y a à la fois du sourire retrouvé et puis aussi… finalement, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais il y avait, Thierry, dans les préparations, souviens-toi, Cécile, il disait on va avoir un temps épais. Tu te souviens, Oui, Thierry? l'épaisseur du temps. L'épaisseur du temps. Ouais. Et tu voulais peut-être expliquer l'expression parce que je la trouvais très juste. Elle est par très rapport à belle, ça. oui. Thierry. C'est-à-dire qu'un phénomène humain est toujours très long. Très très long. Prenons plusieurs exemples. Le premier phénomène humain, c'est par exemple les révolutions industrielles. Une révolution industrielle met au minimum un demi-siècle pour s'installer. Mais regardez simplement ce que nous appelons encore aujourd'hui les nouvelles technologies. Elles datent des années 85-95 et nous sommes déjà 30 ans plus tard et nous ne cessons de les redécouvrir dans leurs applications et leurs conséquences humaines. Ça, c'est un premier exemple. Mais un deuxième exemple sur lequel Anne-France d'ailleurs peut rebondir. Combien de temps faut-il pour résoudre un problème humain? Je vous suggère la réponse suivante. Il en faut autant que le temps qu'il a fallu pour le créer. Il en faut autant que le temps qu'il a fallu pour le créer. Dénouer un problème humain, c'est toujours très très long. Et souvent, ça passe d'ailleurs par plusieurs tentatives de solution, des impasses, des marches arrière, et puis ensuite on revient enfin à une table de négociation, de discussion, d'écoute, tout ce que Anne-France et Patrick plaident en permanence, ici d'ailleurs depuis pas mal de temps. Merci. Oui, Anne-France. Oui, probablement, Thierry, qu'on parle de dénouer, mais je dirais qu'il va falloir et dénouer et apprivoiser. Et donc, dans le mot apprivoiser, on peut faire référence au Petit Prince, mais qu'est-ce qu'il en faut du temps? Le Petit Prince et sa rose, et le Petit Prince et le renard, ils ont dû s'apprivoiser, ils ont dû prendre le temps de s'en occuper. Et donc, le temps épais, pour moi, est une excellente résonance à une définition qu'on doit lui donner. La fois dernière, on avait dit, on a peut-être des montres et d'autres ont le temps. Et ce virus, il va prendre son temps parce que lui, il a le temps. Et donc, comment on va l'apprivoiser pour pouvoir faire en sorte de réinventer le management, de réinventer nos vies de famille, de réinventer notre relation au travail. Donc, au-delà de dénouer, on va devoir apprivoiser. Il y a deux mots qui sont assez complémentaires. Louis-Marie qui nous parle quid de la nécessité de la décroissance pour que le monde perdure encore un peu. Et Vanessa qui questionne Patrick, quelle sera la place de l'environnement dans l'après-Covid? Évidemment, l'environnement, la décroissance, toutes ces notions sont très, très présentes. Oui. Patrick, peut-être que tu as envie d'en dire un mot. De fait, les deux termes, on va être obligé de les négocier ensemble, à mon sens, puisqu'en fait, je parlais de la décroissance, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres depuis de nombreuses années. Je pense malheureusement qu'avec la démographie, ça va être difficile de faire de la décroissance. Par contre, une autre croissance, et on l'a évoqué, je pense, précédemment, c'est à ça qu'il faut s'atteler. Et c'est là que ça rejoint l'enjeu de l'environnement.
pas plus tard que ce matin dans le journal Le Monde paraissait l'avis d'une centaine de grandes entreprises françaises, et puis il faudra voir évidemment jusqu'où elles assument cet engagement, mais elle disait que je dirais le rebound de notre société va passer par un engagement beaucoup plus clair sur toutes les opportunités environnementales. Donc on va voir jusqu'où ça tient, mais c'est clair que l'un va avec l'autre. Mais je pense, décroissance, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit possible avec tous les enjeux qu'on a encore aujourd'hui sur la planète en termes de santé, en termes d'alimentation, etc. Mais par contre, une autre croissance, il y a urgence. Et c'est là où le point d'Anne-France est délicat, c'est quand elle dit qu'il faut du temps pour apprivoiser. Je ne suis pas sûr que la planète va nous donner beaucoup de temps encore, mais ça, c'est personnel. Ça va être notre problème qui va apparaître en complément. Jean-Michel pose cette question à laquelle tu viens d'apporter un élément de réponse. Comment modifier durablement nos comportements? Et alors Vanessa qui demande la croissance pourrait-elle être mesurée autrement qu'avec le PIB? J'ai envie de la laisser en suspens parce qu'on y revient tout à l'heure. Donc ça. Vanessa, patience, on a quelque chose qui devrait résonner de façon tout à fait appropriée. Je vous propose qu'on poursuive et puis on prendra au fil de l'eau, bien sûr, vos commentaires et vos réactions avec notre deuxième question et le sens. Comment trouver le sens dans la crise? Comment retrouver un équilibre dans le déséquilibre? Si le déconfinement est un retour à une forme limitée de liberté, il n'est absolument pas un retour à la vie d'avant. Chacune le sait très bien. Et on doit puiser dans cette nouvelle réalité, encore différente de celle du confinement, un nouveau sens, de nouveaux objectifs finalement, Thierry. Oui, tout à fait. Je lis à l'instant la réflexion de Bernard Petre à propos du sens. Le sens ne se trouve pas, il se crée. Depuis le début de cette histoire de virus, moi j'entends deux mots avec deux sens différents. J'entends d'abord le mot crise. Et alors on ajoute tout de suite évidemment, mais en Chine, cela veut dire à la fois risque et opportunité. Choisissez bien l'opportunité. Alors là, c'est un conseil appuyé chaque fois que les personnes me traduisent ce mot-là venu du chinois. Cependant, j'ai envie de répondre ceci d'abord. Observez bien ce qui s'est passé. Les infirmières, les caissières, les agents de banque, les livreurs, les routiers, etc., les distributeurs, il se serait bien passé de cette crise, franchement. Il n'y avait pas d'opportunité pour eux au départ. Il y avait une ligne de front et il fallait la tenir et ils l'ont tenue. Pour les chefs d'entreprise, je vous assure qu'il se serait bien passé des bouleversements de production, des nuits blanches à n'en plus finir pour pouvoir réorganiser le travail. Nous serions bien passés de ces 2 mois de confinement. Donc le raccourci risque-opportunité, je ne suis pas contre. Mais il oublie bien souvent le désarroi réel du quotidien et le fait qu'on s'en serait bien passé quand même. La crise en médecine, elle a un sens, ce mot-là en tous les cas, un sens précis. C'est le moment où on ne sait pas si le patient va guérir et redevenir comme avant, revenir à meilleure santé, ou bien s'il va mourir. Eh bien, je ne crois pas que ce soit une crise, ce que nous connaissons. C'est une catastrophe. Et la différence, il ne faut pas s'angoisser là-dessus, la différence, c'est que la catastrophe, elle, est irréversible. On ne revient jamais en arrière tout à fait comme avant. Et maintenant que les tensions hospitalières refluent petit à petit dans tous les pays, que l'on s'apprête à déconfiner pour la France, bientôt pour l'île Maurice, que l'on déconfine aujourd'hui en Belgique ou au Canada, avec 1000 prudences, eh bien, le monde qui s'ouvre, petit à petit, on voit bien que ce n'est plus le même. Il y a une partie, par exemple, du monde qui continue à inventer, qui continue à créer. Premier exemple, le virus est toujours là. Et donc, la guerre continue. On tire avec des éprouvettes, avec du séquençage ADN. Les chercheurs sont à la bagarre. Il y a de la science, il y a de la vitesse. Alors, on avait dit un vaccin pour Noël. Non, pas du tout. Pour Pâques, non plus. Pour plus tard, sans doute, ce sera vraisemblablement pour fin 2021, mais on n'en est pas sûr. Là, on a de l'innovation dans les techniques de recherche. Deuxième exemple, c'est le télétravail. Il s'installe. Il faut écouter aujourd'hui, en tous les cas pour la France, il fallait écouter il y a quelques jours pour la Belgique ou pour le Canada, les chefs d'entreprise dire, vous savez, on déconfine d'accord, mais beaucoup de collaborateurs ne reviennent pas, on reste sur le télétravail. Autrement dit, sur ce point-là, l'économie et la santé ont trouvé leur point d'équilibre et cohabitent. Cela signifie-t-il que l'entreprise ne deviendra plus qu'un atelier de fabrication?
Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, elle est déjà le siège d'une réorganisation du travail. Et derrière tout cela, c'est le management qui va encore évoluer et de façon beaucoup plus rapide. Question, à quoi sert le chef quand chacun est autonome? Et à quoi sert le chef quand personne n'est là dans les bureaux? Proximité, écoute, service, authenticité, bienveillance, tout cela, c'est un monde qui s'installe et c'est un monde qui se cherche. Et puis, il y a un deuxième autre monde qui est en train de se profiler, qui est déjà là, appauvrissement massif. Des milliers de familles, je parle pour la France, ne tiennent plus le coup. La France a déjà dû les aider et ça, ce n'est qu'un début. Fragilité, fragilisation de secteurs de l'économie entiers, avec des risques de casse importantes, avec du chômage conséquent. Là aussi, on n'en est qu'au tout début. Ce qui se profile sera douloureux. La seule monnaie, la seule, pour racheter la souffrance et que l'on peut acheter jusqu'à inflation comprise, c'est la solidarité. C'est la main tendue. Le monde qui vient est sombre. Les économistes, qui que ce soit, tous ensemble, le précisent. Le monde est aussi exceptionnel par la tâche qu'il nous appelle à y jouer. Innovation, solidarité, pour moi, ce sont les deux moteurs et je veux y croire. On va les prendre, ces deux moteurs, et les développer. Merci beaucoup Thierry. Dans un monde qui se cherche, comme tu viens de le dire, avec des perspectives parfois peu réjouissantes, il y a un mot qui pourrait certains jours devenir une obsession, c'est comment. Comment faire pour avancer? Avec qui? Avec quel enthousiasme? Anne-France, faut-il réapprendre, selon toi, à cohabiter avec les paradoxes de la façon, idéalement, la plus naturelle possible? Alors, quand on parlait de dénouer, il y a effectivement cette dichotomie entre dénouer, apprivoiser, adopter, parce que oui, comme le dit Thierry, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, quelque chose d'insolite, quelque chose d'improbable qui s'installe. Alors, la génération Y, elle a été celle du why, le pourquoi. Et elle est arrivée après celle des droits et des devoirs. Celle du Z, qu'on peut qualifier de l'actuel, c'est celle du co. Depuis quelques années, on cohabite, on covoiture, on colloque, on coopère et maintenant on corona. Donc, comment est-ce qu'on va trouver notre place? Comment on va déconfiner? Parce que le comment, comme tu disais Cécile, c'est ça qui va nous aider à trouver notre stratégie pour pouvoir faire en sorte de nous réinventer dans ce qui s'installe. Donc, comment déconfiner? Comment est-ce qu'on va tenir notre cap? Comment est-ce qu'on va se réinventer? Comment vivre ou survivre? Comment gérer nos émotions? Chacun va trouver la réponse à son déconfinement en se concentrant après le quoi et le pourquoi, je pense, en se concentrant maintenant sur le comment. Et ce comment, il est à encourager vraiment en dynamique de réseau. Un manager me confiait l'essoufflement de ses équipes et de ses pairs en disant mais comment est-ce qu'on peut continuer à être stimulé et à travailler vers les vrais objectifs d'avant Covid? Et il était assez résigné. Et en fait, au travers de notre échange, il a pris conscience qu'aujourd'hui, face à l'inconnu, il y a plus de sachants qui savent et qui doivent montrer la route. Il y a surtout la force de l'intelligence collective. Et pour moi, on peut déjà aller tellement épuisé dans le comment, grâce à cette intelligence collective qui va mettre la créativité au premier plan, accompagnée de la solidarité. Thierry parlait d'innovation et de solidarité. Moi, je suis convaincue que ce sont les deux balises pour tenir le cap de la confiance aussi, parce que ce mot confiance, on va être amené de nouveau à l'apprivoiser plus que jamais avec ceux qui nous entourent, avec nos collègues, nos amis, notre famille. Et donc, lorsqu'on ne sait plus dans quel sens où aller, à mon sens, le premier réflexe est celui de nous désisoler. Les idées, elles vont pousser partout. Alors, pour donner du sens, ça va aussi être important d'aller rechercher ce petit oxymore peut-être, et la manière de communiquer en oxymore, c'est-à-dire de communiquer avec une logique du « et ». Les oxymores, vous savez, c'est cette figure de style qui allie deux mots au sens contradictoire. Et on est dans une contradiction terrible.
Alors, nos émotions, notre dynamique relationnelle, elles vont avoir à emboîter le pas sur les oxymores, en dansant avec elles. Donc, si on oxymore sur ce virus, on pourrait dire nous sommes dans une nostalgie futuriste, dans un bouleversement apaisant, dans une proximité lointaine, dans une lenteur énergique, dans une authenticité masquée. On est dans l'ère des oxymores qui vont nous propulser dans une troisième dimension, je l'espère, pour que 1 et 1 fassent 3 et qu'on puisse sortir du cadre de nos habitudes. Et en fait, ce que je trouve inspirant, c'est de redonner les titres de noblesse à l'anonymat. Des milliers de héros se mobilisent dans l'anonymat. On ne cherche plus à être le héros pour les lauriers, mais je l'espère bien pour la vie. Alors un nouvel oxymore, soyons de célèbres anonymes. C'est beau ça, de célèbres anonymes. Merci Anne-France. Alors si 1 et 1 font 3 et que tout cohabite avec son contraire, comment les marques vont-elles faire pour exister dans cette expérience nouvelle de l'anonymat? Patrick, est-ce la fin d'une forme de superficialité? Je trouve que le point posé par Anne-France est assez amusant parce que s'il y a bien un endroit où l'anonymat n'existe pas, c'est dans le discours des marques. Et j'avoue que le défi qui est posé par cette crise est pour le moins surprenant, sinon existentiel. C'est est-ce que les marques peuvent encore prendre la parole? Et d'ailleurs, la question derrière, c'est reprendre la parole dans un monde aussi bousculé devant des consommateurs qui, objectivement, sont plongés dans une incertitude qui est là pour durer. Hein. Thierry l'évoquait, le vaccin, il n'est pas là pour demain. Donc, ces 6 semaines de confinement devraient, à mon sens, peut-être avoir été, et je l'espère, une opportunité pour les marques de se redéfinir, ou au moins, en tout cas, accélérer leur mue face à ce monde en plein questionnement. Première hypothèse majeure, et si les marques devenaient humbles? C'est un petit peu bizarre, hein, c'est peut-être pas encore d'oxymore, mais on n'est pas loin. Et si les marques apprenaient les vertus de la parole mesurée? Et alors carrément, allons-y jusqu'au bout. Et pourquoi les marques ne découvriraient-elles pas l'opportunité du silence épisodique? C'est la vraie question. Dans un monde qui remet tout en place, on pourrait se poser cette question-là. Et ainsi, loin du matraquage médiatique, on peut se demander si la marque de demain ne deviendrait pas plus mesurée, plus concrète, et intégrerait enfin l'utilité vraie de sa communication, c'est-à-dire partager une information responsable et engagée. Cette marque pourrait assumer un nouveau discours empreint plutôt d'authenticité, transformant ses défauts en amélioration continue, et cela en toute complicité avec ses clients, avec évidemment une contrainte majeure. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, et s'y tenir. Ça, c'est mon petit avertissement personnel aux grandes surfaces qui aujourd'hui se drapent dans du 100% Made in France, mais qui demain ne se gêneraient peut-être pas pour repartir chercher en avion des citrons bio en Amérique du Sud ou des fleurs au Kenya. À vérifier. Deuxième hypothèse que je partage ici, c'est la nouvelle posture des marques de l'après-Covid-19. C'est-à-dire réécrire leur histoire. Pas une histoire inventée, packagée ou photoshopée. Non, non. Refonder un imaginaire construit loin du superflu, de l'inutile et surtout du faux. Le philosophe Gilles Lipovetsky nous livrait il y avait longtemps une guerre du faux, où il s'insurgeait à juste titre à propos de toutes les manipulations du réel. Et le discours des marques et de la publicité y était d'ailleurs assez justement brocardé. Je pense que les marques ont ici une exceptionnelle opportunité. Réécrire un imaginaire riche de sens, de nouvelles relations avec les clients, des relations qui seraient construites sur du concret, du durable, du judicieux. Bien sûr, on n'empêchera pas, dans un premier temps, à la sortie du confinement, ou en tout cas à la libération un petit peu de la circulation, la ruée sur ce que j'appelle les marques proustiennes. Vous savez, ces marques de gourmandises affolées, faites de fast-food, de pâtes à tartiner, etc. Mais gageons que cette consommation, qui est bien propre à toute sortie de crise, hein, on l'avait constaté après le 11 septembre, on l'avait aussi au début du siècle, dans les années 20, ce n'est pas nécessairement cette consommation qui va reprendre sa vitesse de croisière d'hier. Rien qu'une observation. On a constaté en Allemagne, après 2 semaines de déconfinement, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Les commerces qui ont réouvert ne réalisent que 40% du volume d'affaires habituel dans cette période. D'évidence, le masque, les contraintes de distanciation, mais aussi, dans une plus large mesure, l'incertitude des lendemains, ça manifestement transforme la fameuse expérience client d'hier qui se voulait ludique, sympa, amusante, etc., en rencontre un petit peu plus morose, loin des dépenses superflues. Pour combien de temps, je ne sais, mais ça renifle un petit peu les promotions coronavirus. C'est ça que ça me dit.
Promotion coronavirus. En les attendant, eh bien, c'est le moment de notre deuxième pause. On prend le temps d'échanger sur ce fil de conversation bien animé. Alors, un gros bisou. Il est virtuel, Dominique, mais Dominique nous dit « Bah non, ce virus, il n'est pas sympa parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille et je ne peux pas lui faire de bisous. » Alors, bah voilà, on lui envoie un gros bisou virtuel. Dominique qui nous demande, et d'ailleurs, Patrick, ça relie, c'est tout à fait complémentaire à ce que tu viens de dire, y a-t-il une utilité à avoir des marques produits? Y a-t-il encore une utilité à avoir des marques produits? Ça, c'est une question assez fondamentale. C'est que tout le système de la production de masse et de la consommation de masse, qui est né au 19e siècle, c'est pas si vieux que ça, je veux dire, a voulu qu'à un moment donné, je me différencie de mon concurrent ou de la personne qui est à côté de moi en créant une marque. Ça veut dire se démarquer. Je ne pense pas que les marques vont disparaître demain. Par contre, ce qui est intéressant dans la question, c'est la valeur et le sens des marques. Et se démarquer, je dirais pendant 250 ans, les marques se sont beaucoup différenciées sur leur qualité produit, sur leur performance produit, leur performance service, etc., etc. La question qui est posée aujourd'hui, et c'est un glissement qui avait commencé avant la crise, c'est est-ce que les marques ne vont pas exister au-delà de ce que c'est leur performance, c'est-à-dire leur sens de la responsabilité, leur conscience du bien-être, de la justice sociale, etc. Et donc, la marque devient beaucoup plus vaste que ce qu'elle était hier, c'est-à-dire une identification d'un produit ou d'un service. Et ça, ce glissement-là, ça ne veut pas dire que mon produit ne va pas continuer à parfaitement nettoyer ma salle de bain, mais je vais peut-être m'attendre à ce qu'il soit autre chose que simplement un produit pour nettoyer une salle de bain. Un petit mot pour Patrick de Marivonne. J'adore l'expression des marques proustiennes. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau. Et d'ailleurs, une autre question de Marivonne. Le milieu médical s'est extraordinairement adapté. Saurons-nous demain aider nos chercheurs? Thierry, Anne-France, est-ce que ça vous inspire de rebondir je veux bien répondre à cette question-là. Ouais. Je veux bien répondre à cette question-là. Ça a déjà commencé. Quand je dis ça a déjà commencé, il faut voir que dans la loi, il y a à peu près un an et dans les décrets d'application, il y avait beaucoup de lenteur de la part du gouvernement et de l'exécutif de ce point de vue. À partir du début de cette année, des prises de conscience, et c'était avant le virus déjà, des prises de conscience, je parle pour la France, ont été prises sur le fait d'aider toute une filière. Pas seulement la filière médicamenteuse, mais la filière également du dispositif médical. Dispositif médical, c'est un grand mot pour dire tout ce qui n'est pas médicament, mais qui aide notre santé. Par exemple, ici, ce sont les respirateurs, mais ce sont également les seringues, etc., etc. Donc, toutes ces filières-là, les prises de conscience elles étaient déjà là, encore une fois, mais vraiment, les réflexions maintenant sont très présentes et il y aura dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre notre déconfinement et la suite de ce Covid-19, il va y avoir là-dessus beaucoup de choses qui vont changer assurément. Merci beaucoup. Alors, je partage, parce que je ne sais pas si tout le monde peut lire le message de François. Comment modifier nos comportements et s'inscrire dans le nouveau paradigme? Ça résonne aussi avec ce que proposait Jean-Michel comme réponse, l'économie circulaire. Entamer en tout cas la décarbonation de son entreprise. Le bilan carbone et les pistes d'allègement de ces gaz à effet de serre donnent une trappe profitable et il nous propose les 5 défis de changement de paradigme proposé par Marc Alévi, que beaucoup connaissent certainement derrière cet écran. Défi écologique, la frugalité dont on a parlé tout à l'heure. Défi numérique, le télétravail et l'intelligence augmentée, bien sûr, on l'a évoqué aussi. Défi sociologique, du réseau de l'intelligence collective contre la pyramide patriarcale. Défi économique, valeur et virtuosité contre les prix bas. Et puis le défi éthologique, au service de quoi est mon entreprise? C'est génial, on dirait un squelette, Thierry, de notre échange. Alors justement, là-dessus, sur les 5 défis que répète, en tous les cas depuis plusieurs années, et avec Marc Alévi, regardez, reprenons ensemble. Frugalité, pendant 2 mois, nous y étions. Et d'ailleurs, ici, Patrick l'a souligné à plusieurs reprises. Et il souligne également quelles sont les tendances qui sont en route. Numérique, le télétravail, vraiment, les accélérations ont été là. Et on va voir ce que ça va donner après, avec toutes les questionnements sur la décarbonation. Défi sociologique, réseau d'intelligence collective, on doit progresser, c'est évident. Défi économique, il est devant nous, et c'est tout ce que vous dites, vous tous qui êtes là, et vous le répétez en permanence, c'est
Est-ce qu'on va recommencer comme avant, c'est-à-dire avec les mêmes défauts qu'avant? Voilà. L'autre question, mais que souligne en permanence Patrick, c'est la suivante. Combien de temps faut-il pour perdre une mauvaise habitude? Ce à quoi on peut ajouter, combien de temps faut-il pour prendre une bonne résolution? Ce sont deux faces de la même question. Imparable. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on poursuive. Alors Anne-France, ton micro n'est pas allumé. Non, c'est bon. Alors on continue. On continue. Merci pour la vitalité de ce fil de conversation. On va continuer et on prendra encore le temps, bien sûr, d'échanger. Mais d'abord, et demain, la voilà, la troisième question et celle qui va nous intéresser pour la dernière partie de cet épisode d'Un virus et des hommes. Demain, oui, parce que c'est bien là que nous allons passer nos journées. Patrick, en quoi le monde pourrait-il devenir un gigantesque laboratoire pour des changements silencieux que nous n'aurions même pas à acter ou à décider? Et là, écoutez bien, parce qu'on devrait profiter d'une jolie histoire. Là, je vais faire mon Anne-France, c'est-à-dire je vais aller chercher une légende au fin fond de l'Asie. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du centième singe. Alors, je vous la résume très rapidement, et c'est une légende, on s'entend. En 52, sur l'île de Koshima, des scientifiques auraient observé que des singes aimaient le goût des patates douces, mais trouvaient la saleté déplaisante. Une femelle de la horde aurait choisi de laver les patates dans un ruisseau tout près. Elle enseigna ce truc à sa mère, et ainsi de suite, etc., etc. Entre 52 et 58, on a observé que tous les jeunes singes avaient appris à laver des patates douces remplies de ça pour les rendre plus agréables au goût. Mais il y a bien sûr de nombreux singes qui restaient récalcitrants à ce nettoyage. Je ne connais pas leur âge, mais en tout cas, il y en avait nombreux. L'histoire veut qu'un matin, un centième singe apprit à laver les patates. Et ce soir-là, tous les singes de la tribu, pratiquement, se sont mis à laver les patates douces avant de les manger. Donc, la légende dirait que le choix additionnel de ce centième singe avait créé une sorte de percée idéologique. Et c'est ainsi qu'on parle aujourd'hui d'un macaque japonais qu'on surnomme le laveur de patates. Mais au-delà de cette légende séduisante, on a depuis étudié de manière beaucoup plus sérieuse des bascules de comportement chez l'humain, l'adoption des nouveaux gestes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous vivons actuellement, en effet, dans un laboratoire gigantesque de 4 milliards d'humains, confinés, un laboratoire très crédible et sans doute beaucoup plus intéressant que celui des macaques japonais. Ça fait 6 semaines que nous adoptons de nouveaux comportements plus ou moins innovateurs. Il ne faut pas négliger que ces mutations actuelles pourraient bien être porteuses de changements silencieux autour de nous, et ça, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Ce serait dans cette dynamique-là que nous serions peut-être l'un ou l'autre ici autour de la table, le centième singe. Comme si cet apprentissage du lavage de patates douces, nous serions occupés à inventer une autre consommation, que j'appellerais la consommation douce. Et ça, c'est plus un vœu qu'une réalité pour l'instant, mais on va l'observer. On va l'observer, Patrick. Et tout comme la consommation et la patate, peut-on honnêtement rêver, Thierry, à des lendemains plus doux, à une percée idéologique de la douceur? Oui, vous avez vu peut-être vous aussi circuler ce petit mot, moi il m'a fait sourire, sur les réseaux sociaux qui disait ceci. Ceux qui m'ont souhaité une bonne année 2020, sachez que je vous retrouverai. Et ce mot-là m'a fait sourire. Et je me suis dit que peut-être à quelques jours du déconfinement, je parle pour la France, mais du déconfinement pour le Canada et la Belgique qui se déroule aujourd'hui et pour le 1er juin pour l'île Maurice, je me disais, c'est peut-être le moment de nous souhaiter une bonne année, un bon déconfinement. Vendredi dernier, nous étions 1er mai. Et ce 1er mai, il manquait quelque chose cruellement. Pas un vendeur de muguet dès 4 heures du matin sur le bord de nos routes. Le muguet, je vous le rappelle quand même, c'est la fine fleur de la technologie du compte à rebours. Que de soins minutieux pour arriver à ce que les clochettes carillonnent le printemps à la date prévue. La fleur doit être groupée, ouverte, un dessin parfait. Elle symbolise la lumière fraîche, la saison nouvelle, les petits bonheurs, et aussi une certaine façon de penser la terre. C'est la maîtrise du temps. C'est la maîtrise de la biologie, de la graine au sourire offert. Eh bien, c'est ça qui manquait cruellement le 1er mai, c'était le bouquet offert pour un sourire, pour une intention, pour un moment de connivence, pour un simple « j'ai pensé à toi ». Ce qui nous manquait vendredi dernier, c'était l'autre finalement. Ce fut une occasion encore ratée d'être sourire contre sourire, peau contre peau. Le 1er mai, c'est quand même la tradition d'un élan partagé. Alors,
Je vous souhaite des traditions belles à n'en plus finir, des occasions cueillies d'être ensemble, de rire, d'être joyeux ou triste, mais d'être ensemble, d'aller chercher votre semblable avec une fleur calculée, domestiquée si vous voulez, de faire sonner tous les rires et les fantaisies à toute volée, un brin de muguet et la vie sent bon. Mais ce qui nous manque aussi, ce sont les coquelicots. Ça, c'est la fleur du bord de route. C'est la fleur du bord de champ, c'est la fleur du cantonnier. Il n'a pas plus ébouriffé que le coquelicot, coiffé avec le dernier coup de vent, éclatante comme un dernier soleil. Le coquelicot, c'est sauvage, c'est dardant. C'est un coucher de soleil qui serait tombé dans un pré. C'est un enchantement pour l'œil, c'est une poésie sauvage à lui tout seul. Le coquelicot, il a le temps, parce qu'il n'est pas attendu le 1er mai. Et son point rouge-orangé est toujours une surprise. C'est un petit peu un trait de carmin sur les lèvres. Alors je vous souhaite aussi des coquelicots dans les virages, une corolle comme découpée à la va-vite sur un coin de table, échevelée, magnifique, enflammée comme une passion. Les artistes, sauf Chagall, n'ont pas peint les muguets, mais ils ont tiré le portrait de centaines de coquelicots et ils ont laissé plutôt le muguet aux artisans des serres urbaines. Alors oui, je vous souhaite un déconfinement qui sente bon le muguet, avec sa maîtrise, avec le dessin parfum de ses feuilles, de ses fleurs, avec la rationalité du just in time. Mais avec le muguet, dit-on, on pourrait dire que le monde tourne rond. Je vous souhaite aussi un déconfinement empourpré, comme un coquelicot, fulgurant, passionné, envoûtant, magnifique, audacieux, inventif, toujours différent. Un coquelicot, et on dit le monde est beau. Que votre vie sente bon, qu'elle soit belle, un concentré de poésie du monde. Merci Thierry de ces vœux de bonne année décalés, déconfinés. Et pour ce brin de mots fleuris rouge et blanc comme le coquelicot que j'aime tant et le muguet. Anne-France, que faut-il déployer, travailler peut-être, en tout cas développer comme compétence pour coécrire cette poésie du monde tous ensemble? La souplesse peut-être, l'agilité ou la quête permanente et infinie de l'équilibre? Alors, la poésie du monde va, je suis certaine, façonner nos postures. Et d'ailleurs, si je reviens à ce que nous partagions à la deuxième petite pause, où on disait chercher, trouver, comment équilibrer. Et puis, moi, je suis émerveillée de voir, dès qu'on se penche à ce qui se passe sur le terrain, déjà comme toute la créativité, les idées, les initiatives émergent pour de nouvelles manières de nous ajuster dans notre vivre ensemble. Alors, moi, je vais vous emmener en Corée, parce qu'en Corée, il y a un proverbe qui dit « Celui qui n'a pas de nunchi peut manger des crevettes dans un monastère ». Alors, ça ne dit probablement pas grand-chose à un occidental. Alors, l'équivalent pour un Européen serait « Celui qui n'a pas de nunchi peut manger du bacon dans une synagogue ». En fait, le nunchi, c'est la capacité à s'adapter à son entourage pour ne pas blesser, pour ne pas gêner qui que ce soit. Et en fait, ce secret coréen, je trouve qu'il tombe à point nommé pour que nous devenions plus nunchi dans notre dynamique relationnelle, de demain. Pour pouvoir débloquer les tensions, pour trouver une harmonie avec les autres, pour être dans notre vivre ensemble. Le leader inspirant sera celui qui prend soin du nunchi. Il y a 2 règles fondamentales pour des relations nunchi. La première, c'est que si tout le monde agit d'une certaine façon, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc le leader, et chacun de nous, puisque nous sommes tous leaders, je pense, dans cette manière de nous réinventer et d'avancer, eh bien nous avons à aiguiser notre talent d'observateur bien avant de juger. Parce que c'est toute la magie d'apprendre à nous synchroniser aux autres dans notre énergie relationnelle pour nous mettre au diapason. Observons toutes les virtuosités qui émergent. Marc Alevi en parlait aussi des virtuosités. Alors, le deuxième principe du nunchi, c'est si on est suffisamment patient, dans nos relations, je dis bien, si on est suffisamment patient, la réponse à presque toutes les questions qu'on se pose finit par arriver sans qu'on ait besoin de demander. Plus on lutte, plus ça frotte. Donc, plus on accueille
les heureux hasards, que j'appelle les synchronicités, je les adore, plus elles vont se mettre sur nos routes. Observation dans nos relations, patience vont gagner sur l'impulsivité de l'action à tout prix. En Nunchi, la plus grosse injure en Nunchi dans nos relations, c'est « je n'ai pas fait exprès ». En d'autres mots, ne pas faire exprès, c'est le piège de ne pas avoir pris le temps d'une écoute suffisamment fine pour nous ajuster. Et ça va être une réelle compétence à mettre dans nos postures. Exerçons notre Nunchi pour doper notre intelligence émotionnelle. Les liens se resserrent quand on les laisse venir. Un papa me confiait, et c'était assez émouvant, il me dit, avec cette situation bizarre, nous redécouvrons un de nos enfants avec lequel il y a eu tout le temps des non-dits. Aujourd'hui, c'est lui qui nous rebooste avec sa prise de recul de la situation. Et il dit, c'est génial, quoi. Mon fils, je le retrouve et je le découvre et c'est lui qui nous booste. Alors, dans ce moment de confinement, alors soyons Nunchi, parce que dans ce moment de confinement, et certains vont sourire à ma définition qu'ils connaissent peut-être, mais dans ce moment de confinement, nous sommes les champions du conseil. On nous dit, prenez soin de vous, structurez-vous, n'ayez pas peur. Alors, ok, et tout cela est probablement et bien entendu bienveillant, mais ne va pas résoudre notre besoin d'une écoute solide et vraie dans notre vivre ensemble. Donc, à l'inverse d'un conseil, je pense que notre écoute ne nous fera pas tomber dans les pièges de ce que j'appelle le pull, de mettre des pulls aux gens. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu de ma part, mais vous savez ce que c'est un pull? Un pull, c'est ce qu'une maman met à son enfant quand elle a froid. Et on passe notre vie à vouloir mettre des pulls aux autres. Eh bien, je pense que dans la nouvelle posture à avoir durant cette période, il va être très important de ne pas vouloir emmener les autres là où on trouve qu'ils devraient aller pour mieux traverser ce gouffre. Pour moi, ça va être d'aller chercher l'autre là où il est, dans la réalité qu'il vit, dans les émotions qu'il a, dans les besoins. Ça me semble vraiment important. Donc, écoute, observation, humilité, pour moi, ont une place de choix dans cette traversée. Vivre ensemble, c'est entrer dans l'expérience du Nunchi sans pull. C'est merveilleux. Et alors, seules les personnes qui sont et qui vivent ce moment pourront savoir exactement ce que signifie cette phrase. Il faudra ensuite retranscrire ce qu'est un Nunchi sans pull. En tout cas, moi, le pull, ça me parle beaucoup en tant que maman. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, il y a quelques commentaires. Le pull a beaucoup plu. Les coquelicots et les muguets et la poésie que Thierry leur a proposé derrière ces deux fleurs. Merci, très très apprécié, beaucoup de commentaires. Ce que je vous propose, puisqu'il est 53, eh bien, c'est de respecter nos horaires et comme il n'y a pas de questions précises, d'aborder notre dernier tour de table. Vous avez l'habitude maintenant, si vous nous suivez, on termine avec une carte blanche pour Thierry, Patrick et Anne-France, avec peut-être une émotion, une citation, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec nous de façon plus personnelle, plus intime sur ce qu'ils ont vécu, lu ou entendu. Et c'est Thierry à qui je m'adresse en premier. De nouveau, je suis tombé sur l'écriture d'un écrivain que je ne connais pas, Harry Mulisch, et que je vais découvrir bientôt, à travers une phrase que j'ai trouvée toute simple, très juste dans ses applications et ses conséquences. Il dit ceci: en visite chez quelqu'un, on s'assied toujours à la place qu'on a occupée la première fois. Et en y réfléchissant, c'est vrai, nous avons tous ce petit côté conservateur. On va là où on est déjà allé, on fait ce qu'on a déjà fait, on voit qui on connaît. Savoir, connaître déjà cet inexorable engourdissement, c'est déjà l'oreiller un peu. Pas d'attitude plus constamment utile que de se remettre en mouvement, et c'est ce qui arrivera dans quelques jours pour la France, c'est ce qui arrive aujourd'hui pour la Belgique et le Canada, et un peu plus tard pour l'île Maurice. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est bien, c'est qu'en 8 semaines, à mon avis, et Patrick n'a cessé de le répéter, on aura déjà gommé quelques habitudes, à quelques endroits, la page sera à nouveau blanche et même quelques souvenirs auront disparu. Il faudra refaire
un album avec de nouvelles habitudes. Alors, la suggestion, peut-être à travers cette écriture de cet écrivain, mettons nos esprits sur des roulettes et lisons tout sauf à domicile. Poussons nos têtes aux antipodes, marchons sur la lune, allons là où va la flèche et dessinons la cible. Ensuite, on n'aura jamais si bien visé. Le destin de la flèche, c'est pas de se ficher, c'est de voler. Magnifique, j'adore. Il faudra refaire un album avec de nouvelles habitudes. Anne-France, Oui, qu'as-tu envie de partager? alors, moi je dis petit à petit un déconfinement. Alors, est-ce qu'on peut déjà se questionner sur le confinement et ses effets secondaires? Derrière nos urgences, nos détresses, nos solitudes, nos ambitions, nos égos, ouvrons-nous vers les valeurs que nous choisirons de laisser dans l'histoire, que nous choisirons de laisser dans l'histoire. Et donc, c'est prendre soin de la santé morale, c'est prendre soin de la santé relationnelle, c'est prendre soin de la santé humaine. Et la citation que j'ai envie de nous faire vivre, et donc de vous la partager, mais surtout de vous la faire vivre, c'est de dire: la lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la tient. Alors, expérimentons la vie avec un grand V dans chacun de nos pas et disons-leur merci. Merci beaucoup Anne-France et on va terminer avec Patrick. Et on vous avait promis de parler du PIB, c'est maintenant. Alors, ben oui, au hasard de mes lectures, chers amis, je suis tombé sur une réflexion de Robert Kennedy. Vous vous souvenez, le frère de John Kennedy assassiné en 63, et d'ailleurs lui-même assassiné lors des primaires démocrates en 67. Une question, Alors, Patrick. oui. Robert Kennedy, pardon, il ressemblait à quoi? Ah, tu as raison. Qu'est-ce qu'il est bon là. Ah, Donc, il était talent. très beau, hein. C'était un très bel homme. Il était papa de 11 enfants, je pense d'ailleurs. Et il a des enfants et des petits-enfants qui sont encore dans la politique aujourd'hui. Et alors, il dit cette phrase, et là, il faut se remettre dans le contexte. On parle des années 66-67. Écoutez ça sur le PIB. Notre PIB inclut la pollution de l'air, la publicité pour le tabac, les systèmes de sécurité qu'on installe pour protéger les habitations, le coût des prisons, où on enferme ceux qui réussissent à les forcer d'ailleurs, les armes nucléaires, les voitures de police blindées, les émissions de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre des jouets correspondant à nos enfants. Mais dans ce savant calcul du PIB, dit Robert Kennedy, on ne tient jamais compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, de la gaieté de leur jeu. Le PIB ne mesure pas la beauté de notre poésie, ni notre sens de la compassion, ni le dévouement qu'on pourrait avoir envers notre pays. Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. J'étais absolument scié de lire ça de la part d'un politicien, et c'était il y a maintenant plus de 50 ans. Merci Patrick. On va terminer sur cette formidable citation et il est 17h58. Voilà, donc moi je nous félicite. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Thierry, Patrick, Anne-France. C'est un vrai bonheur. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, qui ont participé pour la qualité de leur réaction, la qualité de ce qu'on a vécu. Encore une fois, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer parce que le déconfinement s'annonce et on aura évidemment des choses à partager et des émotions aussi à analyser, à observer, puisque c'est l'ambition d'un virus et des hommes depuis la première minute. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle fin de soirée et une belle semaine, puisque cette fois, on se retrouvait en début de semaine. À très vite, on revient vers vous pour un 4e numéro. Merci à toutes et à tous. Namasté.